Du coup, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est Antoine Chauffru. Je travaille au sein du collectif 108 milliards, un collectif du coup de coachs de dirigeants. Notre objectif, c'est d'accompagner le plus de personnes possible à pouvoir se dire sur leur lit de mort, j'ai vécu une vie en conscience. J'ai pris des décisions qui me ressemblaient. J'avais l'impression d'avoir su qui j'étais et pourquoi j'étais là. Vaste sujet, je sais. Et dans ce contexte, on a un podcast que je co-hoste avec Mounia, où on pose beaucoup de questions à des experts ou à des personnes qui cheminent pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les a amenés là, justement. Quelle sagesse ils peuvent nous partager. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Sixtine, qui a fait plein de choses, qui en parlera beaucoup mieux à nouveau que ce que je peux le faire, mais que j'ai rencontré lors d'un débat couvert, un débat animé qu'elle organise, qu'elle va pouvoir nous présenter. Puis ensuite, on va toujours dans la continuité de la série de podcasts, essayer de comprendre comment est-ce que tu as trouvé ta place, où est-ce que tu en es aujourd'hui, c'est quoi ton chemin, etc. etc. Trop bien. Du coup, bonjour Sixtine, bienvenue. Ouais, merci Antoine. Oui, c'est un exercice intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je me présente un peu et je présente le concept dans lequel on s'est rencontrés. Exactement. Ok. Donc, je m'appelle Sixtine, moi j'ai 33 ans et effectivement j'ai plusieurs casquettes, mais une des casquettes que j'ai, c'est d'être la fondatrice depuis un peu plus d'1 an et demi d'un concept qui s'appelle Débat Couvert, qui est un grand dîner-débat que j'organise autour de thématiques qui me tiennent à cœur, comme il y a la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, plein de choses qui m'intéressaient. Et en tout cas, j'ai créé ça parce que... Voilà, passé le cap de mes 30 ans, il y a quelques années, j'avais envie de retrouver des espaces de rencontres et de discussions, aussi des sujets qui m'élèvent, que je puisse rencontrer des gens qui m'inspirent et rencontrer vraiment une communauté de penseurs. Et en tout cas, dans la ville dans laquelle j'habitais, il n'y avait pas cette offre. Je me retrouvais à plein de dîners où j'avais l'impression qu'on était chacun dans des vies hyper rythmées, hyper cadencées, mais que ça manquait en tout cas de profondeur et de rencontres sincères. Donc voilà, donc à partir de là, j'ai réfléchi à un concept qui pouvait être intime, dans un temps long et avec des sujets profonds. Et donc de là est né ce concept de débat. Et aujourd'hui, il y en a un par mois à ce jour à Paris. Je réfléchis à le monter dans d'autres villes de France pour qu'on se réunisse. On est une trentaine à table. Au début, il y a un speaker ou une conférencière ou un essayiste qui vient parler d'une thématique. Et donc, c'est un échange entre une interview, les participants et à la fin, un grand dîner informel. Voilà un peu le concept. Pour la petite histoire, j'ai retrouvé Chloé dans un de tes débats, qui est depuis passé aussi sur le podcast, que j'ai interviewé. Ouais. Donc j'imagine que quand celui-ci sortira, on aura aussi croisé Chloé dans la série. Ah oui, c'est drôle. Que j'avais croisé il y a plus de 5 ans sur un autre format lié au futur du travail. Ma première question pour toi, elle est assez simple au final, mais ça m'intéresse vachement de savoir comment est-ce que toi, tu éditorialises ces dîners. Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers intervenants, et même ceux d'aujourd'hui. Comment tu choisis de traiter un sujet? Et j'imagine c'est pour nourrir ta curiosité. Enfin, je suis super curieux. Ouais, alors c'est vrai que finalement c'est assez peut-être auto-centré, mais j'ai l'impression de répondre aussi à des enjeux de société. Mais ça a commencé par au début de mon réseau. Donc moi je m'intéresse, comme je le disais tout à l'heure, sur des sujets de philo, de sociaux, etc. Donc ça passe par des lectures, ça passe par des podcasts, ça passe par des vidéos, des rencontres, etc. Donc je suis quand même assez curieuse et en tout cas je consacre du temps à m'informer et à diguer un peu ces sujets-là. Et donc le premier dîner-débat que j'avais fait, c'était autour de l'amour au temps du patriarcat. Et c'est ma prof de yoga qui est aussi thésarde et qui s'intéresse vraiment au féminisme, au patriarcat, à l'amour, enfin à ce sujet-là. Et donc, assez naturellement, je suis allée vers elle parce que c'était un peu ma porte d'entrée. Et elle a accepté de le faire. Et puis par la suite, ça a été un ami d'amis qui traitait d'un sujet autour de l'IA. Et puis finalement, j'ai contacté un essayiste sur un sujet, sur un livre. Et les gens, en fait, sont assez réceptifs à vouloir participer à ces dîners. Donc, c'est pas forcément mon réseau, c'est plutôt des gens que je contacte et qui acceptent de participer. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est très large les thèmes que tu abordes. Ouais, aujourd'hui, c'est très large. Donc, ça peut passer par le biais d'un livre. Donc, on va présenter un livre, on va en débattre, on va
problématiser une question autour du livre, mais c'est vraiment voilà, des sujets de société, moi, des sujets qui m'animent. Donc, encore une fois, il y a des choses autour de concepts comme retrouver la beauté ailleurs, le dîner auquel tu as participé. Il y a eu des sujets autour de pourquoi les hommes ne consultent pas de psy. Donc, il y a eu des choses autour de la psychologie. J'ai fait des choses autour de le futur du travail. Et ça, c'est un sujet qui est aussi passionnant sur la semaine de 15 heures, comment on travaillera demain, comment on travaille avec l'IA, comment on module nos espaces de travail. Enfin, vraiment, ça va toucher à plein de sujets d'actualité. Ok. Et donc, c'est à la fois une quête personnelle et ce que tu as envie d'apporter aux autres. Comment Ouais, tout à fait. Alors, quête personnelle, oui, ça, je ne l'ai pas dit en introduction, mais ce qui s'est véritablement passé, c'est que moi, j'avançais dans ma petite vie de vingtenaire, trentenaire, comme tout le monde. Et je me sentais toujours un peu en décalage dans des modes de vie, dans des structures un peu classiques, dans des entreprises qui étaient très hiérarchisées, très la norme. Et en tout cas, moi, j'avais quelque chose qui n'était pas complètement cohérent. Et donc, je faisais partie de ces gens qui, entre 20 et 30 ans, déménagent souvent, font des colloques. Au moment du Covid, comme tout le monde, je suis partie m'installer dans le sud-ouest. Et puis finalement, je suis revenue. Bref, donc tout ça, ça a été un peu une recherche, une espèce de crise d'adolescence un peu à retardement. Et puis, j'ai découvert, en tout cas, ce qui, moi, me va et moi, m'allait aussi à l'époque, c'est j'ai testé un espèce de co-living qui est donc un lieu qui s'appelle le Moulin Inattendu, qui se trouve dans la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Et donc, le Moulin Inattendu accueille des coworkers à la semaine. C'est thématisé. Donc, vous venez télétravailler à la campagne avec une dizaine de personnes pendant une semaine sur des sujets, une semaine d'agriculture, une semaine d'entrepreneuriat, une semaine autour du climat, etc. Et donc, vous vous retrouvez dans une grande maison à cohabiter. Donc, c'est une espèce de colo, mais on bosse, quoi. Et donc, moi, je suis allée 2 fois là-bas pour des sessions d'une semaine, et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré me retrouver d'une part à la campagne, dans un cadre hyper reposant et calme, de deux avec des gens que je connaissais pas, mais on bossait un peu autour de ce thème commun, et d'avoir encore une fois le temps de rencontrer des gens dans un espace, dans un temps long, Et finalement, j'ai décidé de vivre là-bas. Il y a une petite dépendance dans ce grand moulin qui est dédié à de la colocation longue durée. Et donc, j'y ai passé 1 an. Donc, pendant 1 an, j'ai vécu avec 5 personnes permanentes et des gens qui venaient à la semaine ponctuellement télétravailler. Et c'est comme ça que ces idées de re-rencontre et de dîner sont venues. Et que je comprenne bien, toi, tu avais un rôle au sein du moulin où tu restais freelance, indépendante, salariée, enfin, je sais même pas quelle était ton activité. Et juste, tu faisais partie de la communauté. Je faisais partie de la communauté. Le moulin, il a été fondé par Adrien Cabot, qui est maintenant un super copain. Il y a une association. Enfin, là, qui gère le moulin, ils sont 2, donc c'est Adrien, 2 copains. Et il y a une association qui s'appelle Bonne Vie, qui organise plein d'événements autour du vélo, de jardinage, de potager, etc. Mais moi, j'étais vraiment habitante. Donc, je gardais mon activité en parallèle. Et j'étais actrice et spectatrice de ce qui se passait. Mais c'était pas mon projet. Ok, donc si je refais le fil, ta vingtaine, tu l'as passée à essayer de sortir du cadre, sortir de la hiérarchie, de la norme, de la structure, par différents modes de vie, et notamment cette étape-là. Et dans cette étape, tu as trouvé un niveau d'intensité ou de profondeur relationnelle que tu n'avais pas trouvé ailleurs. Ouais, c'est à peu près ça, et je pense que beaucoup de gens le vivent, mais moi, je faisais partie aussi de cette génération et de ce milieu social où en fait on suit un peu passer un bac, rentrer en école, travailler soit dans une agence, soit dans un cabinet de conseil, enfin des choses assez là où on vous attend, mais qui moi me correspondaient pas, et ça a pris du temps, et finalement je pense que c'est ressorti à travers mes valeurs, donc des valeurs notamment écologique, d'ouverture d'esprit, de rencontres profondes. Et donc, effectivement, c'est passé par se reconnecter à la nature, le collectif.
énormément. La communauté, le collectif, c'est ça qui m'importe le plus. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, à 30 ans, quoi, que j'ai enfin trouvé, en tout cas, une espèce de stabilité et d'équilibre avec des gens qui me ressemblaient, parce que voilà, c'est assez humain, mais on cherche Ouais. aussi à s'entourer de gens qui se ressemblent. Et ça cochait pas mal de cases, ce lieu. Oui, le sentiment d'appartenance. Exactement. Et donc, je ressens ce besoin d'ancrage et donc d'appartenance dont on vient de parler. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un an, quand tu quittes? Ah ouais. Alors, plein de choses. À ce moment-là, donc débat couvert, c'était plutôt bien lancé, très facile, enfin très. Il y avait un peu cette problématique de jongler entre la vie à la campagne et la vie en ville, où il y a effectivement l'offre et la demande, le Parce que du travail. coup, tu faisais ces débats là-bas ou tu venais à Paris pour À Paris, ouais. Ok. Donc le lieu est vraiment au sud de la Seine-et-Marne, donc à, disons, 1 heure et quart de Paris. Moi, je faisais des allers-retours. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'avoir effectivement un lieu de vie à Paris, mes affaires pour organiser ces dîners. J'ai commencé à avoir les premiers contrats aussi au-delà de ces dîners pour intervenir en tant qu'animatrice, programmatrice, conférencière dans des lieux, dans des tiers-lieux. Et tout ça se passe à Paris. Et un peu à contre-cœur, je suis retournée vivre en ville. Donc aujourd'hui, j'habite à Paris. Mais voilà, je m'en extrais régulièrement. Et le moulin reste un super lieu d'ancrage où je vais régulièrement et il vit encore très bien cet endroit. Ok. Ces partenariats que tu as noués, enfin cette nouvelle casquette en fait que tu as portée, ils sont venus te chercher? Comment tu les as rencontrés? C'était un peu un effet boule de neige, mais finalement, ouais, la vie est bien faite parce que j'avais passé de mes 22 à mes 30 ans dans ce que je racontais tout à l'heure, mais des boîtes assez classiques, en CDI, etc., dans le marketing. Et là, ça a été une reconversion. Finalement, il y a une coupure assez réelle en déménageant dans ce moulin, en réfléchissant à ce concept des dîners. Et en fait, ça fitait vraiment avec qui j'étais aujourd'hui, à savoir... moi, j'ai envie de rassembler des gens, j'ai envie de m'élever, j'ai envie d'animer des lieux et une communauté. Et donc, à travers... Un jour, je suis allée voir la Maison de la Conversation, qui est un tiers-lieu dans le 18e arrondissement de Paris, qui propose plein de formats pour que les gens se rencontrent. C'est vraiment un lieu autour du lien social. Et je leur ai proposé de faire mes débats couverts là-bas. Et donc, j'ai fait mon premier débat couvert avec eux en mai dernier. Et en fait, à la fin du dîner, Xavier Cazard, qui est le fondateur de la Maison de la Conversation, me dit « c'est super, on a réuni 30 personnes autour d'un thème, on a fait un grand dîner. Est-ce que tu veux t'occuper de la programmation là-bas ?» Donc finalement, ce petit side project a commencé à se transformer en vrai activité métier, principale, quoi. Ouais, je suis pas sur un vrai métier, mais en tout cas en activité principale. Et de fil en aiguille, Débat Couvert s'est installé à la Maison de la Conversation. J'ai pris le rôle de directrice de la programmation dans cet espace. Et voilà. Et après, donc effectivement, il y a aussi la Climate House, qui est aujourd'hui un lieu pour lequel je travaille, qui a aussi une grande programmation et qui est venu me chercher pour cette expertise, en tout cas de proposer des formats qui soient différenciants, qui soient des formats de rencontres apprenants, qui soient aussi une forme d'acculturation. Donc aujourd'hui, c'est mon métier. Donc ton métier, c'est de connecter les gens et de planter des graines pour que des sujets avancent. Ouais, mon métier, alors je ne l'ai jamais résumé, mais je vais faire l'exercice avec toi. Donc je suis responsable de la programmation aujourd'hui de la Climate House, avec mon activité aussi de débat couvert sur d'autres thématiques. Et c'est proposer effectivement des formats qui soient des moments de connexion, de rencontre, pour diguer des sujets, pour apprendre sur des thématiques et pour rencontrer des gens. Ok. Ça, je comprends bien. C'est assez clair de pourquoi tu le fais. Ouais. Je vois bien que ça te nourrit, etc. Moi, la grande question que je te posais un petit peu en préambule et la discussion que j'avais envie d'avoir, c'est comment est-ce que ces débats, ces questions et ces échanges que tu as pu créer, mais aussi vivre, toi, ils t'ont façonné. La question, elle est large, c'est exprès. Après, ouais. Alors, c'est une bonne question. J'y ai jamais réfléchi. Ils ont tous une forte influence sur moi parce que je les prépare. Et donc là, je vais pouvoir te parler assez facilement
du dernier débat couvert que j'ai fait Où tu étais. Donc, le thème, c'était retrouver la beauté ailleurs, fuite ou puissance d'agir. Donc, c'était une thématique autour de l'émerveillement, du voyage, de la reconnexion, etc. Et donc, c'est des sujets sur lesquels je vais explorer plus en profondeur et de manière hyper philosophique, puisque moi, c'est ça qui me plaît. Et donc là, j'ai eu toute une phase autour de l'exploration, autour de l'aventure, et qui finalement est pour moi, qui vit les choses de manière toujours assez intense. C'est une partie de ma personnalité que je trouve géniale parce que du coup, ma vie est riche et qui est aussi extrêmement fatigante parce que je m'approprie les choses comme si c'était à chaque fois une nouvelle quête, un renouveau, etc. Et là, donc, autour de la beauté, l'intervenante à laquelle j'ai fait appel s'appelle Corinne Morel-Darleux, qui est une femme fantastique qui a écrit un super livre plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce. Et donc, cette femme parle énormément du refus de parvenir, donc qui est vraiment un concept philosophique autour de un peu l'abandon et le lâcher-prise face à des injonctions, face à de la performance, face à de la compétition, etc. Et elle parle elle cite Bernard Moitessier, qui est donc un grand navigateur français qui a refusé de passer la ligne d'arrivée d'une des premières courses en solitaire autour du monde à la voile. Et en fait, en réfléchissant à tous ces concepts de fuite, de compétition, etc., moi, je me suis aussi beaucoup mise là-dedans en me disant, mais après quoi je cours, pourquoi je cours, pourquoi je le fais, et pourquoi pas juste vivre aussi de cet émerveillement, de la beauté qui m'entoure. Donc, en fait, chaque débat va apporter un peu sa pierre à mon édifice, me façonner, comme tu dis, mais j'adore ce concept de c'est millimètre par millimètre. Tout ça est lent, et c'est ce que je trouve beau. Ce que je perçois, moi, c'est comme si tu avais déjà fait le chemin. C'est un ressenti, ça se trouve que c'est pas du tout la réalité, mais c'est comme si tu avais déjà fait le chemin et tu viens mettre de la théorie là-dessus par des gens qui l'ont un peu plus réfléchi peut-être. Ouais. Et ça va permettre d'éclairer les pas que tu avais déjà fait. Ouais. C'est vrai. Et alors, ça, on n'en a jamais parlé, mais pourtant c'est important. J'ai eu un peu un gros déclic à mes 30 ans et qui a été assez transformant, je pense. Voilà, j'ai eu une crise de la trentaine comme pas mal de gens. J'avais essuyé le décès d'un parent proche, une rupture amoureuse, un déménagement. Enfin, j'avais eu pas mal de choses qui m'avaient quand même beaucoup impactée. Et une de mes très bonnes amies qui est assez spirituelle et assez dans le développement de soi m'avait parlé de la communication non violente, que tu dois un petit peu connaître. Et du coup, je suis partie faire un stage en 2021, je crois, avec Thomas d'Assembourg. Ah oui. Thomas d'Assembourg, qui est quand même le ponte de la CNV en Europe, qui est un ancien avocat au barreau de Bruxelles, qui est un homme qui, justement, a un peu envoyé valdinguer toutes les conventions quand il avait 35 ans et qui, aujourd'hui, est un écrivain, un formateur, un coach de CNV qui est génial. Et donc, Thomas vous reçoit dans sa maison. Donc il a un château fabuleux en Belgique. Et là, vous faites un stage avec 30 personnes autour de, en fait, se connaître soi, connaître ses besoins, connaître ses sentiments. Et en fait, moi, j'avais vécu 30 ans de ma vie avec... Et j'étais sûre que c'était la bonne solution, hein, mais ne pas ressentir. Pouvoir avoir quelque chose... de fort, de presque un peu bulldozer en me disant ça va être ça la bonne manière de faire. Et ça a pété à 30 ans. Et du coup, j'ai fait ce stage et vraiment, il y a eu un peu un mois d'avant et le mois d'après qui est le jour et la nuit. Dans la suite de ce stage, tu as pris des décisions ? Ouais, plein. Ah oui, déjà, le stage, ça a été vraiment le premier pas. C'était un stage d'introduction à la CNV. Après, j'ai fait un stage d'approfondissement. Je me suis formée à plein d'outils autour de l'énéagramme, donc l'étude de personnalité. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je suis allée marcher, j'ai fait le GR34 pendant plusieurs semaines. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour de l'intériorité, avoir du temps autour de la réflexion. Il y a une vraie quête d'introspection et de compréhension de soi.
Et, et alors, ce que j'ai trouvé incroyable pendant toute cette période, elle a duré, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Un peu de l'infobésité aussi, hein, parce que je voulais faire des stages partout, je voulais me former partout, je voulais tout lire. Donc, au bout d'un moment, faut aussi vivre les choses, quoi. C'est pas que de la théorie. Mais Mais pour ton cerveau, la première partie de ta vie qui était très rationnelle, ouais, en fait, c'était la manière d'aller vers de l'émotionnel, si je comprends bien. tout à fait. Et c'était, ça débordait, quoi. Je pleurais tout le temps, Ouais. je comprenais pas. J'étais mais en fait, ça c'est de la tristesse, ça c'est de la colère, mais ça sort d'où? Parce que, ouais, il y avait 30 ans de passif, de famille. Même si dans ma famille, on est assez ouvert et dans le dialogue, mais comment on dit? Ouais, milieu assez judéo-chrétien. J'avais fait 10 ans de pensionnat chez les bonnes sœurs où bah, c'est pareil, il faut être hyper fort, etc. Et donc là, il y avait un truc, genre, j'évacuais. Et ce qui me frappait, c'était que dans tous ces milieux-là, dans tous ces stages, dans cette quête, etc., j'étais souvent la plus jeune. Et j'avais un retour d'expérience de plus anciens, de cinquantenaires ou quoi, qui me disaient, mais quelle chance d'avoir, de toucher du doigt à ton âge cette clarté, ouais, je sais pas si on dit clairvoyance, mais voilà, en tout cas, tu vas pouvoir vivre ta vie comme tu l'entends et avec la couleur que tu veux lui donner, enfin, comment elle te ressemble, quand tu peux passer 10, 15, 20, 30 ans, toute ta vie à côté de tes pompes. Franchement, c'est très bien c'est très bien dit. Moi, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris cette dimension dans ma vie, enfin cette direction. Il y a plein de choses que je dis souvent, notamment qu'on ne peut pas faire l'économie de ses émotions. C'est-à-dire que si... et c'était à nouveau un truc... Fred Chevalier, qui est l'autre jour intervenu sur un de nos événements, qui est préparateur sportif, et qui a dit qu'il ne s'exprime pas, s'imprime. Ouais. Et là, c'est exactement ça, de dire, en fait, toi, tu as imprimé des années d'émotions refoulées que tu as fini par exprimer à un moment. Ouais. Et puisqu'on est dans les petites citations, moi, Thomas d'Assembourg, il en dit une que j'adore, c'est toutes les plantes ne poussent pas au même rythme. Donc, tu peux aussi prendre ton temps, tu vas te découvrir à 40 ans, te découvrir une nouvelle passion à 60 ans. Et moi, je fais aussi partie de... c'est d'ailleurs rigolo, mais j'ai l'impression d'avoir besoin de plus prendre le temps de la découverte, voilà, si aujourd'hui, je sais pas, le CDI ou une famille ou le bon CDI ou être propriétaire, j'en sais rien, là où la société t'attend, en fait, c'est pas grave. Déjà, ça peut être ton chemin. Moi, je suis hyper heureuse dans cette liberté. Et on est tous des plantes différentes. On pousse pas au même rythme. Et c'est OK, quoi. Je suis très d'accord avec ça. Ouais. Moi, j'avais découvert la CNV en licence. OK. Et je pense qu'en fait, j'étais trop jeune pour réaliser. Pour autant, à l'époque, déjà, j'étais un peu comme toi, super jeune parmi les gens qui avaient à cet atelier-là. J'avais fait module 1, 2, je sais pas si c'est comparatif à ce que toi t'as vécu, mais je m'étais pris cette baffe de waouh, en fait, je me suis jamais posé pour savoir quels étaient mes besoins et de quoi j'avais envie. Mais on en parle souvent, en fait, c'est quand même quelque chose qui est censé être appris à l'école. Enfin, tu vois, dans des enseignements Montessori, on apprend aux enfants à reconnaître leurs émotions, etc. Mais moi, je suis frappée de me dire que, et encore aujourd'hui, j'ai 33 ans, quand j'ai une émotion forte, un problème, un pépin, j'en sais rien, je prends ma fichette de CNV avec la liste des émotions parce que je suis pas capable de toutes les démanteler. Il y en a tellement. Il y a plein de schémas, je le regardais il y a pas très longtemps, mais par exemple, autour de la colère. En fait, il y a être agacé, il y a être irrité, il y a être en colère, il y a être hors de soi, il y a être à bout de nerfs, et là, comme ça, il y en a 70. Et tu vois, il y a des niveaux. C'est pareil pour la joie. On peut être surexcité, on peut être enjoué, on peut être... Mais en fait, c'est ça qui est fabuleux aussi dans notre langue. Et voilà, c'est d'arriver à mettre des mots sur les émotions avec finesse, à juste titre, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Être hors de soi ou être irrité, ça n'a rien à voir. Et c'est un sentiment de colère. Ce que je perçois, en tout cas, c'est qu'il y a un premier niveau, en fait, qui est juste le fait de comprendre pour soi. Et d'abord, on va comprendre juste je suis en colère ou je ressens de la colère. Et plus tu vas
avoir un vocabulaire émotionnel développé, Ouais. mais qui du coup lie à quel point tu peux ressentir les choses, Mm. plus tu vas percevoir d'informations. Mais, et pardon, je Vas-y, t'interromps, vas-y. mais l'exercice aussi à faire pour avoir une espèce de, comme dirait Thomas, mais presque une douche psychique, tu vois, c'est de prendre du temps, matin, midi et soir, pour savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu ressens. C'est hyper rare, en fait, de se poser, tu vois, enfin, moi, je le fais sous ma douche, mais en fait, il faut C'est te déjà bien. poser. Ouais, c'est déjà bien. Mais au lieu de te penser sous ta douche à ce que tu dois acheter pour le déj, tu vois, comment je me sens ce matin, essayer d'avoir les sensations même de l'eau sur la peau, de quel pied tu t'es levé, c'est hyper important. Plus d'instant présent. Ouais, base. Ouais, mais en fait, c'est Ouais. trop dur. Hyper dur. Parce que c'est l'opposé de la manière dont notre monde fonctionne. Ouais. Enfin, tous les gens que j'interviewe en podcast, peut-être que c'est une thématique qui me tient à cœur, mais ils me parlent de ça. Ils me parlent de les injonctions versus qui je suis réellement. Et la première personne que j'ai interviewée, Diane Danglars, elle a parlé du pouvoir d'être soi. Et du courage que ça demande, surtout. Le courage, pas le pouvoir. Le courage d'être soi. Ouais. Et en fait, être soi, c'est un acte Ouais. qui est aujourd'hui tellement non conventionnel que ça demande une énergie de fou. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer. Moi, c'est parce que j'avais perçu justement le rayonnement que tu avais quand tu étais dans tes débats. Ouais. Et quand tu étais dans la connexion des gens, la connexion des idées, etc. Et je me dis, ok, comment est-ce qu'elle a trouvé ça? Comment tu continues à l'agir aujourd'hui? Et donc, en fait, je crois que la question que j'ai envie de te poser là, c'est comment tu continues de nourrir ce truc-là? Ouais. Et c'est quoi la suite de ton format? Alors, déjà, je voulais revenir sur la singularité, parce que moi, c'est la valeur la plus importante pour moi. Vraiment, Est-ce que tu peux la définir? Effectivement, c'est, à mon avis, toucher du doigt qui on est vraiment, sans répondre forcément à des principes, à des conventions, et pouvoir s'exprimer avec toute sa spontanéité, toutes ses valeurs, c'est assez dur à définir, hein. Mais je pense qu'on se sent tous uniques et différents. Mais Donc ça se rapproche de l'unicité? non, mais de l'authenticité. Ok. Ouais, authenticité. Et c'est vrai que moi, je suis facilement attirée vers les gens singuliers, qui ont, tu vois, un espèce de truc un peu hors du commun. Enfin, hors du commun, c'est mal dit, mais que tu vois un peu différent. Qui se sont trouvés. Ouais, mais même ça peut être, je sais pas, dans une originalité, dans une expertise, voilà, en fait, il y a tellement non, ça peut paraître snob de dire que voilà, il y a plein de gens qui suivent un peu un schéma tracé, etc. Mais on a tous, tu vois, Il y a peut-être des gens qui ont moins de conscience des choses. Ouais, Mais c'est pas grave. Qui l'explorent pas, en tout cas, qui n'ont pas l'envie ou quoi. Mais ouais, moi, je trouve ça génial de voir que, j'en sais rien, un tel, il porte que des t-shirts de manga, ou un tel, il est passionné par, j'en sais rien, moi, une langue ou un truc hyper original. Je trouve que c'est cool, quoi. On est tous différents. Donc ce qui te passionne, c'est ce qui rend les gens uniques. Ouais. Et de comprendre pourquoi ça les éveille, allume. Pourquoi ça les éveille, leur identité profonde. Tu vois, à chaque fois que tu fais l'exercice aussi un peu de savoir, regarde tous les deux, pourquoi on s'est retrouvés dans cette pièce? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est rencontrés? C'est quoi ton parcours? Pourquoi on se comprend? Qu'est-ce qui nous lie? Et tu vois, t'as eu un parcours, t'as eu 30 ans de vie derrière toi. Moi aussi, on s'est rencontrés il y a 3 mois. On est là tous les deux. Et qu'est-ce qui fait qu'on est uniques tous les deux? Et qu'est-ce qui nous lie? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est trop intéressant. Je suis d'accord. Parce qu'en plus, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un truc similaire. L'année de mes 29 à mes 30 ans, j'ai eu une fille, j'ai déménagé, je suis passé à mon compte. Ouais. Enfin, tu veux, le cumul de toutes les casquettes que tu peux changer en une fois aussi, ça me parle vachement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est dans l'adversité qu'on se trouve? Dans les moments de difficulté, dans peut-être les traumatismes qu'on peut vivre? Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est des moments de mise à plat, de grande crise, mais ça, c'est quand même hyper commun. On sait qu'à chaque moment de crise, c'est des opportunités, que tu réévalues les choses, que je trouve ça aussi parfois un peu dommage qu'on doive traverser des moments, tu vois, de
de peine et de grande tristesse pour rebattre un peu les cartes. En tout cas, moi, ça a été ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un peu du préventif. Ah ouais? Ouais. En tout cas, de pas... j'ai pas envie de revivre, même si évidemment ta vie est faite d'épreuves et de difficultés, que t'échappes pas à, j'en sais rien, un accident, mort ou quoi. Mais de faire en sorte que, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, de pas être à côté de ses pompes, donc pas revivre, tu vois, un espèce de schéma où je vais me réveiller à 40 ans en me disant mais qu'est-ce que j'ai foutu ces dernières années, j'en sais rien, pourquoi je suis dans tel endroit avec telle personne, j'ai pas du tout choisi ça. A priori, ça va pas arriver. Mais, et ça, on n'en a pas parlé, mais c'est des phases aussi qui sont, moi, qui me coûtent énormément parce que c'est de la déconstruction. Moi, je viens d'une famille assez classique, catholique, bourgeoise. Et donc, le fait, ce que je te disais tout à l'heure, mais de pas forcément cocher les cases de là où on m'attendait, ça questionne mon entourage. Ça me questionne donc moi. Et il peut y avoir un peu une double énergie à mettre. Ouais, c'est pour ça que je parlais du courage. Ouais. Parce qu'il y a aussi peut-être un sentiment de culpabilité qui va venir. Je crois que je l'ai dépassé. Ok. Mais... Oui, je dis qu'il va venir, mais pardon, qui est venu, ouais. C'est pas ancré temporellement. Ouais, bien sûr. Mais ça faisait partie de tes questions, tu vois, mais trouver sa voie. Et encore une fois, j'ai pas une pression familiale ou de mon entourage, mais parfois, je faire différemment. Forcément, les autres ont leur peur pour toi. Donc, on te dit, mais Sixtine, pourquoi j'en sais rien. Le dernier truc en date, c'était un peu pourquoi tu fais une coloc à 33 ans, ou pourquoi tu redéménages, ou pourquoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me plaît. Et je pense que les autres, en plus, projettent leur peur sur toi. Donc, voilà, ils te transmettent ça, quoi. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même un gros changement. Peut-être que c'est sociétal, peut-être que c'est notre génération, peut-être que c'est les gens qu'il y a autour de moi, je sais pas. Mais ce questionnement-là, il est quand même de plus en plus majeur et central dans nos vies. Ma croyance perso, c'est que c'est en étant soi-même, donc en cherchant sa singularité, qu'on permet aux autres de l'avoir. Ce qui est sûr, c'est que si toi, t'avais pas fait ça dans ta famille, jamais ils seraient venus questionner, on va dire, l'ordre établi. Ouais. Et alors, pour autant, tu vois, je pense qu'il y a une forme d'épanouissement. Ils voient que je suis heureuse, ils voient que je suis pas complètement en fracture sociale avec des difficultés, j'en sais rien, moi, pour me loger ou me nourrir. Donc, il y a une espèce de cohérence d'ancrage, d'épanouissement. Donc, a priori, il n'y a pas de fumigène en monnaie et là, ça va. Mais c'est marrant, on n'en a pas parlé, mais moi, ce qui me questionne aussi vachement aujourd'hui, c'est j'avais fait un débat autour du narcissisme et la question de soi. Et ça, je trouve que c'est dur parce que on est quand même une génération, tu vois, tous les deux, on doit être des années 90, mais autour de son développement personnel, de comment moi je me sens, de comment, tu vois, tu te développes en tant qu'individu. Mais je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir un œil un peu sur le collectif, en fait, comment tu t'inscris toi en tant qu'individu, mais dans la société, dans ton entreprise. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de... Il y a cette quête personnelle, mais je veux pas qu'elle soit auto-centrée. Ça veut dire quoi ? J'ai parfois l'impression qu'on est très focalisé sur... cet aspect de singularité, mais qu'on en oublie aussi un peu que on vit quand même en collectif, tu vois. Donc, agir pour son bien-être, pour son épanouissement, sans faire attention aussi à écouter les difficultés de son voisin, à vivre en société, ça peut être un peu... pas le vivre comme un repli. Ouais. Et justement, c'était une question que je voulais te poser. C'est drôle. Moi, je trouve ça intéressant que tu aies utilisé le mot débat. Parce que pour moi, débat, ça veut dire opposition. Alors que c'est pas du tout ce que j'ai vécu dans le dîner auquel tu m'as invité. Ouais. Est-ce que ton objectif, c'est de créer des confrontations ? Est-ce que ton objectif, c'est de créer une ouverture d'esprit ? Est-ce que ton objectif, c'est de créer juste des discussions ? Enfin, comment tu te places par rapport à ça ? Ah, c'est marrant, j'ai pas regardé la définition de débat, mais pour moi, c'est pas du tout une confrontation. Mais faudrait qu'on vérifie.
Alors, écoute, on pourra vérifier après, mais Ouais, je me ouais. dis, débat dans l'opinion publique, ça va être un débat Ouais. politique, ça va être un débat Non, d'idées, un ouais. débat... Bah, surtout que, tu vois, je suis pas du tout quelqu'un qui est dans la confrontation, donc je suis incapable de... Enfin, alors, si controverse, je pourrais le faire, mais confrontation, non. Mais pour moi, un débat, ça peut être un débat d'idées, ça peut être, tu vois, vraiment un Mais ça espace suppose... Enfin, de ce que j'en comprends, et d'ailleurs, dedans, il y a débattre, tu vois, Ouais. j'ai l'impression. Mais ça suppose le fait qu'il y ait deux arguments, deux acteurs, deux clans de côté. Ah bah c'est... Peut-être pas du tout. De ton prisme, du coup, a priori, c'est ça. Et du mien, c'est plutôt un débat d'idées. Genre, échangeons, élevons-nous. Ok. Mais t'as raison, hein, dans le débat, il y a débattre, il y a battre, il y a quelque chose autour de, j'en sais rien, argumenter, convaincre, persuader, mais c'est pas du tout dans cette intention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu considères que les concepts que tu vas aborder dans tes débats sont identitaires, ça peut amener à de la confrontation. Ouais. Mais j'ai eu un débat qui est parti en vrille. Tant mieux. Ouais, bah celui sur... Alors attends, la thématique, c'était quoi? C'était... En gros, c'était pourquoi les hommes ne consultent pas le psy, quoi. Ok. Et effectivement, il y avait Maud Lerès, qui est la journaliste, qui a écrit « Tu devrais voir quelqu'un », un essai. Et dans le public, il y avait hommes et femmes. Et effectivement, il y a un des participants qui était pas d'accord sur des études qu'elle démontrait, des sondages qu'elle avait faits. Et donc, il y a eu une espèce de confrontation. C'était assez vertigineux à vivre parce que en l'occurrence, moi, je suis pas capable d'animer un débat politique hyper enflammé. Ouais, un peu musclé, exactement. Parce que j'ai envie que ce soit justement plutôt quelque chose d'assez... alors, c'est pas opposé à un nourrissant, mais quelque chose qui soit plutôt... Coopératif. Ouais, coopératif et plutôt assez doux, tu vois, dans les échanges. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet, tu vois, le psy, la santé mentale, les hommes qui consultent pas, que en fait, en l'occurrence, Maud Lerès, j'apprends rien parce qu'elle en parle beaucoup dans son livre, mais elle a subi beaucoup de violences. Et donc, il y a une espèce de rupture aussi avec certains hommes et comment ils peuvent se soigner, etc. Et que là, il y avait opposition dans les idées et que c'était très dur à apaiser, quoi. Parce que là, c'est pour moi lié à un sujet d'identité, de la manière dont l'homme se perçoit et peut-être là se sent attaqué. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, en fait, est-ce que débat, c'est pas venir peut-être étendre son identité personnelle avec des nouveaux concepts, de la nouvelle conscience sur des sujets que tu as déjà gérés. Et c'était un petit peu ça, les questions que on avait abordées en préambule et que je t'avais envoyé, ou même ceux dont on parle depuis tout à l'heure. C'est à quel point tu as besoin de te confronter à l'autre, à la différence, à l'altérité, pour au final trouver ta place. Et toi, j'ai l'impression que tu as, un peu comme s'il y avait deux polarités, tu es venu d'un monde plutôt classique, on va dire, dans les cases, et tu es allé chercher, pour certains, très loin, j'imagine, avant de retrouver ta juste place. Ouais. Et c'est marrant, je suis allée dans des extrêmes, hein. Enfin, j'ai eu besoin d'aller, je me souviens d'un été où j'ai fait plein de lieux anarchistes. J'avais besoin d'aller loin. Même, je sais plus, des soirées qui étaient un peu des trucs déjantés, parce que j'avais besoin de me tester sur des niveaux, de voir des choses peut-être un peu extrêmes pour finalement arriver à quelque chose d'assez assez neutre, tu vois. Je suis pas dans les extrêmes. Mais d'ailleurs, c'est un vaste débat, tu vois, d'avoir... là, je reprends l'exemple qui m'appartient, mais tu vois, une éducation religieuse avec un pensionnat judéo-chrétien bien classique et du coup qui fait complètement péter des câbles des jeunes filles ou à l'inverse, des filles qui justement vont vachement rentrer dans le moule. Et donc, il y a un besoin d'expérimentation plus délirant pour revenir à la norme, s'il y a une norme. Mais tu vois. Ouais, ça me fait penser, j'ai une de mes meilleures amies qui a fait le lycée naval parce que son père est militaire. Et donc, elle était très dans ce carcan-là. Et à peine sortie, elle a testé tout ce qu'elle pouvait pour revivre, entre guillemets. Tu te dis, mais c'est quand même dingue qu'on enferme les gens à ce point-là, quoi. Ouais, ça peut être dangereux, hein, franchement. Pour moi, c'est plutôt créateur de résistance, de frustration que de créateur de vie. Je suis assez curieux, justement, de ces expériences que tu as faites. Est-ce que tu as rencontré des gens qui cheminaient comme toi ? Est-ce que tu as rencontré des gens qui étaient, justement, la polarité opposée ?
Et avec qui est-ce que tu as connecté dans ces espaces, endroits, moments? Euh, alors, effectivement, je reprends le stage de CNV, mais il y a eu beaucoup de gens en quête. Euh, forcément, donc, c'est hyper intéressant parce que ça brasse plein de chemins de vie, plein de gens en questionnement, de tout type d'âge. Avec forcément, il y avait beaucoup de traumatisme. C'est ce qui me. Voilà, c'est un constat, mais tu te rends compte que les gens ont besoin de vivre des trucs très durs pour arriver à ces questionnements-là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai pas forcément envie que tu arrives à, j'en sais rien, tu vois, un décès ou un viol pour aller, tu vois, plus te. Comment tu dis, t'outiller. Je pense que ça devrait être enseigné depuis l'école. Non, mais est-ce que tu es en capacité de le recevoir si tu n'as rien vécu, tu vois? Moi, je me suis beaucoup posé la question. En fait, moi, je vois bien que j'ai investi ce sujet-là avec. Je me suis mis corps et âme parce que la première partie de ma vie, j'arrivais pas à dire non et que ça m'a amené dans des situations de merde, tu vois. Et je me dis, c'est parce que j'ai ce bagage-là que j'ai investi ce truc-là. Si, je me dis bien que si tu n'as jamais vécu de trucs traumatiques, pourquoi tu changerais? Je pense que quand même avoir une base, tu vois, une base de... Et c'est pas... Sur la colère, tu peux la ressentir sans que ce soit un traumatisme, tu vois. Je pense que même une frustration... Mais c'est important d'avoir effectivement des clés de compréhension quand même de base. Et pour répondre à ta question les gens que j'ai fréquentés, beaucoup de gens en questionnement, beaucoup de gens en quête, beaucoup de gens... C'est des phases de vie, tu vois. Je pense que tu te sens désaligné et je pense que... t'arrives... Moi, c'était rigolo parce que dans les 2 stages que j'ai fait de CNV, on t'attribue un buddy. Donc, tu as quelqu'un qui est un peu ton partenaire pendant une semaine, si tu as un souci. Et à chaque fois que j'ai eu un buddy, elle avait le double de mon âge. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'on avait 20 ou 30 ans d'écart. Et c'est des gens qui avaient un regard sur la vie avec beaucoup plus de hauteur. Qui me disait ce que je te disais tout à l'heure, à savoir, mais quelle chance d'être éveillé à 30 ans, quelle chance de pouvoir continuer ton chemin de vie avec toute cette connaissance, cet outillage, etc. Et je pense que en tout cas, ça a orienté différemment mes choix et le reste de ma vie, parce que je me suis rendu compte que tu pouvais être désancré, désaligné, et ça peut durer très longtemps, quoi. Sans le savoir. Sans le savoir, ouais. Mais c'est dur, hein. Est-ce que le pire, ce serait de ne pas le savoir ou de le savoir et de rester? Très philosophique comme sujet. Oh là là, mais ça, je me pose la question tous les jours. Hein. Enfin, moi, je sais que j'ai des gens autour de moi qui ne se posent aucune question. Mais du coup, j'ai l'impression que leur vie est simple. Vraiment, ça coche les cases. Il n'y a pas de remous. Mais moi, je voudrais pas de ça. Et il y a des personnes comme moi où effectivement, ça peut être très intense, mais j'ai l'impression que les choses sont faites avec une vraie conscience. Il n'y a pas de bien ou mal, hein, mais... Ouais. Très aligné avec ça, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a plein de gens, enfin, autour de moi, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Ouais. Et la majorité du temps, ils disent « Ah, je me pose trop de questions, c'est fatigant. » Mais en fait, dès que tu arrives à ce sujet-là, au fond du sujet, j'ai l'impression, il y a ce truc de « Mais en fait, j'aimerais pas du tout vivre différemment. J'aimerais pas moins de conscience, j'aimerais pas moins de réflexion, moins d'introspection, etc. » Tu parlais d'infobésité tout à l'heure. Justement, moi, je trouve que cette quête de développement personnel, au final, si elle t'amène vers plus d'individualité, est-ce qu'elle est vraiment positive? Enfin, toi, je vois qu'au final, tu as réussi à le transformer, et peut-être que c'est des conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, mais tu as réussi à le transformer dans quelque chose qui te dépasse et qui vient servir les autres, au final. Est-ce que c'est un pattern que tu as vu chez plein de gens qui sont passés par le même chemin que toi, ou à peu près? Est-ce que tu as l'impression que tu en es peut-être mieux outillé que d'autres et que du coup, tu l'as mis à disposition? Comment tu places par rapport à ça? Sur l'infobésité, du coup, sur toutes les... Sur ta quête de développement personnel et pourquoi est-ce qu'elle t'a amené à ensuite le transmettre et à, on va dire, le mettre à disposition d'autres? C'est une bonne question parce que il y a 1500 outils, chemins, livres, podcasts, développement personnel, etc. Et il y a un moment où moi, j'en ai eu... j'ai eu vraiment même un rejet, tu vois. C'était trop de... Aussi, ce que j'ai catégorisé de mal-être, j'en ai marre, tous ces gens qui vont mal, qui se cherchent, c'est fatigant. Ça peut être aussi extrêmement plombant. Mais encore une fois, c'est des épisodes de vie, c'est cyclique. Et ce que j'ai aussi compris, c'est qu'il y avait ce besoin, moi au début en tout cas, de
tu vois, un peu de me baffrer de plein de choses. Et je sais plus qui m'a cité cet exemple, mais c'est un peu comme un fruit, tu vois. Tu peux prendre l'exemple du litchi. Bah, tu l'engouffres tout entier dans ta bouche, mais en fait, dans le litchi, il y a des choses qui sont pas bonnes ou qui te déplaisent. Tu vois, la coque granuleuse, c'est pas bon, le noyau, il est dur. Mais tu as des choses aussi qui sont très bonnes. Le fruit, il est bon, etc. Donc, tout n'est pas bon à prendre, mais tu peux tout englober au début et après, tu fais un peu le tri. Et je sais que moi, la CNV, c'est finalement ce qui m'a le plus plu dans, en tout cas, tout ce que j'ai testé. J'ai beaucoup aimé l'énéagramme. Il y a des choses qui m'ont moins plu. J'ai fait de l'IFS, l'Internal Family System. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas du tout parlé autour des différentes sous-parties de soi. Donc une famille interne. Ouais, c'est Quel ça. rôle, toi, tu prendrais? Je Non, connais pas. Internal Family System, c'est on part du principe que il y a le self, il y a le Antoine véritable, la Sixtine véritable, et tu as plein de sous-parties, donc le Antoine anxieux, le Antoine père, le Antoine entrepreneur, et donc c'est comment tu fais cohabiter. Un Donc peu comme... c'est vice-versa, quoi. Ouais, j'allais dire. C'est vice-versa. Mais ça, moi, je sais, l'approche m'a moins parlé. Donc, c'est quelque chose que j'ai un peu écarté. De toute façon, tu peux pas tout garder parce que... Non, c'est trop. Puis chacun a sa boîte à outils. Chacun sa boîte à outils. Moi, je sais que là, en vieillissant aussi, je suis sur quelque chose de spirituel qui me plaît aussi énormément, autour du bouddhisme, autour du yoga. Ça me parle de plus en plus. Donc, voilà, chacun fait son tri, ta sensibilité, ta perception. Ton conseil, du coup, ce serait de tester ses polarités. Si t'es prêt. Ouais, ça te parle en fait. Je pense que ça, je veux dire vraiment une banalité, mais tu sais. Tu sais ce qui te touche, Sur comment le tu te moment, oui. sens. Ouais, Mais toi, ce que tu as aussi dit, c'est que tu dois arriver à un moment trop plein pour tester d'autres choses. ouais. Et donc, Moi, est-ce que en vrai, on a besoin d'attendre ce moment trop plein pour aller Mm. chercher sa polarité? Je pense pas. Moi, je pense qu'effectivement, je l'ai poussé un peu parce que c'est mon mode de fonctionnement. Mhm. Mais je pense que non, rapidement, tu peux savoir ce vers quoi tu tends, ce à quoi tu es le plus sensible. Faut tester, Donc hein, aujourd'hui, mais... tu dirais que tu as vraiment affirmé ou renforcé quoi, ton intuition, ta Ouais. clairvoyance, tu disais tout à l'heure? Ouais. Et ça, je recommande. J'ai adoré ce bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, qui est sur effectivement travailler donc l'intuition, le pressentiment, et la phase 2 du cerveau qui est vraiment la rationalisation. Et donc, nous, dans notre monde occidental, en France, on est énormément sur la rationalisation au détriment de la première intuition, le ressenti, etc. Et ça, je pense qu'il faut retrouver un peu cet aspect primaire qu'on pouvait avoir sur est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est le bon truc. Mais ça demande une connexion à soi et même physique, tu vois. Et donc, comment aujourd'hui, toi, tu l'agis? J'essaie de prendre le temps dont on parlait tout à l'heure, à savoir 3 fois par jour, te poser 3 minutes, te demander comment ça va. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais rentrer dans une salle, il y a de l'énergie, il y a des choses qui passent par un regard, un ressenti, quelque chose. Donc, être sensible à ça. Il y a plein d'endroits où t'es déconnecté, t'es pas à ta place. Il y a plein d'endroits où t'as envie de passer 4 heures avec la personne et t'as envie de dormir dans ces endroits. Donc, les éléments, on les a, mais on les écoute pas. Et prendre le temps d'analyser ça, c'est hyper important. Mmh. Ouais, on parlait tout à l'heure de la Climate House. Moi, c'est ce que je ressentais. Je suis arrivé peut-être 3 semaines après l'ouverture et il y a eu cette effervescence de cerveau, d'idées et cet élan commun qui te donne au début envie d'être très très présent, quoi. Ouais. Et si tu restes très longtemps dans cette effervescence-là, c'est en fait une polarité très forte. Ouais. Et ça te décentre beaucoup de toi, de ce que tu as prévu de faire. Carrément. Moi qui travaille à la Climate tous les jours, il y a eu exactement ce que tu décris. J'ai été présente tous les jours, tôt, tard, parce que j'aime ces gens, j'aime ce lieu, etc. Et là, je suis aussi dans une phase où c'est hyper important aussi de décanter. Et c'est pas un mot qu'on a beaucoup utilisé pendant ce podcast, mais qui est hyper important. Laisser infuser, décanter, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre. Et ça demande de l'intériorité, du temps seul, s'extraire un peu du groupe, pouvoir un peu avoir du recul. Et typiquement, alors j'ai plein de choses en tête qui me viennent, mais quand toi, tu as vécu en communauté,
T'as réussi à trouver ce temps de décantation et ce temps d'isolement? Oui, mais ça s'organise. Parce que là, pareil, du coup, t'es en coloc. Ouais. Comment tu crées ça? Ouais. Alors bon, après, il y a l'intimité, avoir sa chambre pour soi. Moi, je pourrais Oui. jamais, par exemple, tu vois, vivre, j'en sais rien, dans un dortoir. Mais je me souviens que moi, par exemple, ça passe par le sport. J'ai allé courir toute seule, mais où je me sens mes collègues qui voulaient courir avec moi, je leur disais, je suis désolée, c'est mon moment pour moi. C'est mon moment, je voudrais courir toute seule. Lire aussi, moi, c'est des super moments où je vais prendre mon bouquin, je me mets toute seule en terrasse et ça, c'est des moments qui me font du bien. Je fais beaucoup de vélo et faire du vélo seul, ça me plaît. C'est des moments qui sont choisis et ça, j'aime bien cette distinction que tu peux faire entre... Tu sais, il y a deux mots en anglais. Il y a lonely et... C'est quoi l'autre? Alone. Alone. Donc, tu vois, et en français, on n'en a pas. C'est être seul ou la solitude. Mais il y a quand même quelque chose qui est choisi. Moi, j'aime cette solitude choisie. Et il y a quelque chose qui est subi ou être seul et se sentir seul, quoi. Mais c'est se retrouver seul ou être bien avec soi, Ouais. entre guillemets. Ouais. Et franchement, quand t'es bien avec toi et que tu passes une journée seule, c'est trop bien. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et donc, l'autre truc auquel je pensais, c'était dans le bouquin de Mathieu Dardaillon qui dit que sur une phase d'exploration, en fait, il faut une phase d'effervescence, mais après, il faut une phase de sédimentation, de tamisage, appelle-le comme tu veux. Et si t'as pas les deux phases, tu pourras pas clôturer cette phase d'exploration. Et si je dois faire le lien avec un peu tout ce dont on s'est dit, je vois à quel point, du coup, aller chercher des polarités par ton expérience perso, par du développement perso, des formations, mais aussi les débats que tu peux avoir, ça t'aide, j'ai l'impression, à tamiser et à garder ce que tu veux. Ouais. Alors là, mon gros sujet du moment, c'est de faire un peu moins. Parce que garder du temps, encore une fois, pour la contemplation, l'émerveillement, se délecter un peu de, tu vois, tout ce qu'on vit et nos vies sont riches. Donc ça, je voudrais le faire avec plus d'acuité. Et ça vient, tu vois. Là, j'ai vraiment touché du doigt, en fait, ce métier-là, ce projet-là, cette personne-là, je veux l'explorer plus. Quand avant, j'avais besoin de ce que tu décris, tu vois, d'avoir un peu un espèce de tsunami de projets, de rencontres. Et je crois que c'est ça aussi, vieillir ou grandir. La sagesse. C'est que, tu te connais mieux et maintenant, j'ai moins besoin du fourmillement permanent parce que tu sais que c'est ça qui te plaît. Ok. Oui, tu as plus de discernement dans le sens où tu peux mieux voir là où tu es bien. Et à nouveau, c'est parce que tu écoutes plus ton intuition. Ouais, mais le discernement, ça, tu vois, tu parlais d'éducation tout à l'heure, faudrait qu'on puisse l'affûter plus tôt. Oui, et en même temps, est-ce qu'on peut? J'ai l'impression que ton gros sujet et ce que tu as appris à faire, c'est dire non, récemment. Ouais. Dire non, et puis... Et en même temps, c'est des choses ongoing. Je ressens. Ouais. Mais c'est pas évident, hein. T'as toujours peur de... Tu parlais de culpabilité, mais t'as toujours peur de te décevoir, Là, je sais pas, j'ai plein de sujets en tête tu vois, famille, amis, ou on t'attend sur plein de trucs, et toi, tu veux faire plaisir à tout le monde, mais tu veux du temps pour toi, ça, c'est dur. Ouais, je suis d'accord. Moi, je chemine vachement. Cette année, je pense que j'ai vraiment appris à dire, écoute, là, j'ai besoin de temps pour moi. Et en fait, ça marche tellement bien. Le dernier endroit où je galère un petit peu, c'est dans mon couple. Parce que je trouve que l'étiquette couple, elle est tellement forte, elle vient avec tellement de règles. Bien sûr. Conscientes ou inconscientes, que je sens que c'est un sujet sur lequel je peux encore avoir du mal des fois ou me faire avoir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un cheminement. Bien sûr. Ouais. Puis ça à deux, et puis sur c'est quoi un modèle de couple, enfin tu vois, on t'attend aussi vraiment sur j'en sais rien, moi j'ai des couples qui m'inspirent et qui s'octroient plein de liberté et ça étonne les autres. Comment ça, t'as un enfant de 3 mois et t'es une femme et tu prends 3 jours pour toi avec tes copines alors que ton enfant il a 3 mois, et tu sens qu'il y a du jugement, et moi je suis là, mais en fait c'est génial, cette fille elle s'écoute, tu vois. Là, moi, j'avoue, j'ai cet exemple-là. Mon meilleur ami, il part un mois faire Saint-Jacques. Et son fils, dont il doit avoir 9 ou 10 mois,
Et tout le monde est en mode, mais comment tu peux faire ça et tout. Ouais. Et lui, il est en mode, en fait, je me le suis jamais autorisé. Ouais. La réalité, c'est qu'il y aura jamais de bon moment. Ouais. Donc, soit j'accepte que c'est un vrai besoin, un vrai désir pour moi et j'y vais, Mm. soit je reste dans les injonctions et donc j'accepte de me mettre de côté continuellement. Ouais. Et puis son enfant, il va récupérer un père trop en forme, trop heureux, trop épanoui. Voire même, peut-être qu'après, ils le feront ensemble. Enfin, tu vois, Ouais. en fait, il y a plein de débouchés dont on n'a pas conscience parce qu'on n'a pas testé. Ouais. Il y avait cette image aussi qui était intéressante du masque de l'avion. Tu sais, quand il y a un accident d'avion, c'est d'abord l'adulte qui s'oxygène Ouais. avant de s'occuper de l'enfant. Ok. Tu as quand même besoin de prendre soin de toi avant de t'occuper des autres. Oui. Et je trouvais que c'était une image intéressante. Et pour autant, on passe notre vie à prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont tes prochains débats? Comment est-ce qu'on peut se joindre à ça? Si on a envie de te parler, d'en savoir plus? Ouais, il y a un site internet qui s'appelle donc débatcouvert.com. Il y a une page Insta que vous pouvez suivre aussi. Le prochain dîner, ce sera au mois de septembre. J'ai pas encore la date, mais là, il y a plein de trucs chouettes qui tombent. Je vais avoir un dîner sur le transfuge de classe et Bourdieu. Il va y avoir un dîner sur l'addiction aux écrans. Un dîner sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange? Attends, c'est quoi la phrase? Ton assiette, qu'est-ce qu'elle dit de toi, en gros? Et sinon, à la Climate House aussi, autour de la programmation, il se passe des trucs tous les jours. Donc, venez à la Climate House. Belle pub. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu vas questionner le couple? Parce que tu étais en train d'en parler là. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu as déjà fait d'ailleurs? Ouais, carrément. Ouais, moi je me pose plein de questions autour de ça parce qu'il y a plein d'envies, même tu vois, de famille, de vie de couple, etc. Et en même temps, des envies de liberté et d'autonomie. Mais je trouve que tu crées aussi ton couple à ton image et je vois plein de modèles qui m'inspirent. Donc, ouais, moi je trouve. Vraiment, moi j'ai envie d'avoir plein d'exemples en fait autour de moi parce que je vois que ce truc-là se libère vachement, qu'il y a beaucoup plus de conscience sur les choses et donc que les choix sont faits. Enfin, il y a des décisions qui sont prises. Et en fait, j'ai l'impression quand même qu'on va vers un couple qui est plus indépendant, mais pas plus individualiste. Et je trouve ça génial. Et je me dis, ok, c'est un chemin que collectivement on est en train de vivre. Comment est-ce qu'on va y arriver? Et tout à l'heure, je sais pas si tu parlais de polyamour ou si j'ai retenu ça comme ça. Non, j'en ai pas parlé. Je sais pas pourquoi j'ai retenu cette info, mais ça a fait le lien de... En fait, j'avais une pote polyamoureuse que j'ai rencontrée à peu près au moment où j'ai fait mon premier atelier de CNV. On m'avait dit, mais l'avantage avec le polyamour, c'est que c'est la seule fois et la première fois de sa vie où elle s'était demandé qu'est-ce que je veux dans mon couple. Ouais. Là où ton couple, il est par défaut, tu vois, avec toutes les normes sociales qu'on lui connaît. Elle a dit, mais parce que tu as plusieurs partenaires, ou tu désires avoir plusieurs partenaires, tu dois forcément te poser la question de qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu es bien. Et tant que tu peux pas répondre à cette question, en fait, ça fonctionnera pas. Et ça avait genre explosé ma vision des choses en disant, mais en fait, ça peut être centré sur vraiment juste le désir des gens et leurs envies et leurs besoins. Mais j'ai appris un mot, moi, hier, la compersion. Tu connais? Oui. Voilà, je l'ai appris hier, moi. Donc, l'inverse de la jalousie et se réjouir que son partenaire vive des choses avec quelqu'un d'autre. Et je me disais, mais comment c'est possible? Enfin, c'est tellement ancré depuis des centaines de milliers d'années, ce sentiment de jalousie, mais qui est hyper questionnable, en fait. C'est vrai que c'est délirant de ne pas se réjouir pour l'autre alors qu'il aime ce qu'il vit, mais... Moi, je pense que j'ai un peu bougé sur ce sujet avec l'arrivée de mon enfant. Parce que je me suis dit, si j'ai un deuxième enfant, je vais pas diviser mon amour. La réalité, c'est que je vais juste avoir plus d'amour. Je peux pas dire que si j'ai un deuxième partenaire, je vais être plus amoureux, etc. Mais en fait, si tu fais le parallèle, en fait, il n'y a pas forcément de jalousie. Non, mais encore une fois, c'est de la déconstruction. Et là, j'ai l'impression que les couches sont épaisses. Ouais. Mais honnêtement, je pense que c'est un des prochains thèmes que je vais explorer. Ça va être dans mes invités de l'année prochaine. Ou d'ailleurs, peut-être l'année laquelle arrive cet épisode, parce qu'on fait une pause cet été. Mais j'ai vraiment envie de prendre d'autres exemples et de voir, OK, comment est-ce qu'eux ont construit? Et jusqu'où on peut aller en termes de conscience, pas forcément en termes de je veux péter la norme, je veux changer les choses, etc. Ouais, intéressant. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, un conseil à donner ou... Non, merci pour cette invitation. C'est vrai que je trouve que c'est cool d'avoir ce discernement dont on a parlé, d'avoir conscience des choses et que ça vient quand on est, je sais pas, à point, quoi. Ça peut arriver aussi plus tard dans sa vie. C'est cool de le vivre tôt, c'est cool de le questionner, mais voilà, chacun est là où il en est et pas de pression là-dessus.
Ouais, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que si tu te poses pas, si tu prends pas le temps de t'écouter, d'être dans ton émotion ou dans ton instinct, en fait, tu passes à côté d'énormément d'informations qui sont essentielles pour bien grandir, bien avancer, être à sa place. Ouais, faut ralentir. Ouais, il faut ralentir. Ouais. Très bonne conclusion. Trop bien. Merci beaucoup à toi. Ouais, et merci Antoine. Trop cool de t'avoir. Ciao.